J'ai fini en braillant dans mon char la première fois que je suis allé rencontrer la conseillère financière de mes parents au début de la vingtaine. Voici tout ce que j'aurais aimé connaître sur l'investissement à ce moment-là. À la fin de cette vidéo, vous saurez pourquoi, comment et où mettre votre argent pour que votre 100 $ par mois sur 30 ans passe potentiellement de ça à ça. Évidemment, c'est si vous êtes capable d'économiser un peu, parce qu'on est bien conscient que beaucoup de monde a de la difficulté à joindre les deux bouts en ce moment. Bon, moi je suis journaliste, j'ai rien à vendre. Mes collègues et moi, on a juste lu bien des études, des articles et des livres sur les finances. Aujourd'hui, c'est important de comprendre qu'on parle d'investissement, pas d'épargne. Mettre de l'argent de côté dans un compte épargne, c'est un bon début. Mais c'est un peu l'équivalent de mettre de l'argent dans un matelas. C'est très pratique quand tu vends de la drogue, mais pas mal moins si tu veux prendre ta retraite un jour. Et profitez de la vie! Parce qu'au fil du temps, ton argent va finir par perdre de la valeur à cause de l'inflation. Supposons que tu as mis 1000 $ dans ton matelas. Avec une inflation de 2% par année, ben dans 10 ans, ton 1000 $ va valoir seulement 820 $. Ça serait même pas assez pour t'acheter un nouveau matelas. Mais si tu l'investis, on est ailleurs. 1000 $ placés à la bourse à un taux de rendement annuel moyen de 7%, moins l'inflation de 2%, au bout de 10 ans, ça vaut 1614 $. C'est 2 fois plus que si tu l'avais laissé dans ton matelas. Là, tu te dis peut-être, on parle de REER et de CELI ici. Oui, mais non. Le REER et le CELI, c'est des outils pour t'aider à sauver de l'impôt. Mais c'est comme des boîtes vides. Yes, j'ai rien cassé. Presque! Pour comprendre tout ce qu'on peut mettre dans ces belles boîtes-là, faut aller se promener dans le plus gros centre d'achat de l'histoire du capitalisme, Le Carrefour Laval. Mais non, la bourse. Vous m'avez fait venir jusqu'ici pour ça? C'est un gag plutôt en... Il y a la bourse de New York, la bourse de Toronto, la bourse de Tokyo, la bourse de Londres. Ils sont sur le bord de nous ouvrir une à Saint-Jérôme. Chaque bourse, c'est comme un grand marché aux puces où les investisseurs achètent et vendent des gogos qui, dans ce cas-ci, portent le nom de produits financiers. Il y a essentiellement deux grandes catégories de produits financiers que tu peux mettre dans tes boîtes. La première, les obligations. Quand tu achètes des obligations puis que tu les mets dans ta boîte, là, que ce soit REER ou CELI, c'est comme tu veux, tu deviens prêteur. L'argent que tu débourses, tu le prêtes, la plupart du temps à des gouvernements. Et eux, ils s'engagent à te rembourser et à te donner des intérêts. C'est pas très risqué, mais c'est aussi généralement moins payant que les actions. Ça, c'est la deuxième catégorie de produits financiers. Quand tu achètes des actions d'une entreprise cotée en bourse, par exemple Netflix, tu deviens propriétaire d'une partie de l'entreprise. T'as acheté beaucoup d'actions, là. Il y en a qui en possèdent moins, il y en a qui en possèdent pas pire, il y en a qui en possèdent beaucoup. C'est des co-actionnaires. C'est avec les actions que tu peux faire le plus d'argent, mais aussi en perdre le plus. Il y a plus de 47 000 entreprises qui sont cotées en bourse dans le monde et dans lesquelles tu peux investir. Mais je te rassure tout de suite, t'as pas besoin de toutes les connaître et de toutes les étudier avant de commencer à investir. Même que essayer de dénicher la perle rare en investissement, c'est une fausse bonne idée. Par exemple, le monde qui pensait se mettre riche avec la légalisation du cannabis au Canada, ben s'ils ont vendu à temps, tant mieux. Mais les chances sont que ça se soit pas passé exactement comme prévu. Pour espérer vendre à temps, faut surveiller activement les marchés et faire souvent des transactions. Mais ça, c'est pas recommandé. Parce que selon la littérature scientifique, plus tu fais de transactions, plus tes rendements diminuent. Prochain sujet. C'est jamais sans risque la bourse. Par exemple, ça, c'est le S&P 500, un des principaux indices boursiers aux États-Unis. Il suit la performance des 500 plus grandes compagnies américaines. Ici, on reconnaît la crise de 2008, la pandémie, les tarifs de Donald Trump. Bref, investir en bourse, ça peut être stressant. Faut être capable de vivre avec le fait que chaque année, ou presque, il va y avoir une baisse ponctuelle de 5%. Des fois même, ça va être 10%, des fois 15%, des fois plus. Ça descend, puis à un moment donné, ça remonte. Mais jusqu'ici, malgré toutes ces petites et grandes crises-là, le capitalisme a survécu. Et quand on prend du recul, on se rend compte que la bourse monte toujours à long terme. Le S&P 500 a augmenté en moyenne de plus de 10% par année dans les 10 dernières années. C'est probablement mieux que le rendement de ton compte épargne. Il y a une affaire incroyable avec l'investissement. C'est que ton argent fait de l'argent. Et là, c'est le temps d'expliquer le concept des intérêts composés, ce qui est personnellement mon bout préféré. L'investissement, c'est exactement comme les mouches à fruits dans une cuisine au mois d'août. En gros, plus t'attends, plus il y en a. Parce que les intérêts qu'on gagne dès le jour 1 s'ajoutent au montant initial pour générer encore plus d'intérêts au jour 2.
Imagine rendu au jour 1000. Avec un rendement annuel moyen de 7% en bourse, ça prend environ 10 ans pour doubler sa mise. Magie! Bon, là la question c'est dans quoi j'investis? C'est pas un bon plan d'essayer de trouver le prochain Google ou le prochain Amazon parce que ça se pourrait que tu tombes sur le prochain Nortel. Une blague des années 2000, les boys, ça c'est vintage. Yeah. Parce que ça se pourrait que tu tombes sur le prochain Lion électrique. L'idée, c'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Au lieu de choisir une seule compagnie, tu peux te tourner vers des produits qui regroupent des centaines, voire des milliers d'actions ou d'obligations. Ça, c'est comme un panier qui est composé de plein de petits paniers. On appelle ça des fonds négociés en bourse, des FNB. Donc, quand une entreprise ou encore un secteur au complet comme la techno plante, donc, quand une entreprise ou encore un secteur au complet comme la techno plante, ben t'en as d'autres pour compenser. Ah, man. Dans le merveilleux monde des FNB, il y a des FNB indiciels. Ça, c'est des FNB qui répliquent carrément des indices boursiers. Tu peux, par exemple, avoir un FNB qui imite le S&P 500. Donc là-dedans, tu vas avoir des actions des 500 plus grandes compagnies américaines directes. Là. Pas besoin de savoir leur nom. Ça, c'est ce que recommande l'un des meilleurs investisseurs de tous les temps, Warren Buffett. Lui, il a déjà écrit que l'investisseur novice, c'est nous ça, peut surpasser la plupart des professionnels de l'investissement en investissant régulièrement dans un fonds indiciel. Il n'est pas seul à recommander ça. Le journaliste de la presse, Nicolas Bérubé, est lui aussi un grand fan de FNB indiciel. Lui, il a lu encore plus de livres et d'articles sur les finances que toute l'équipe de RAD réunie. Et dans son dernier livre, il parle d'une option qui est encore plus simple, le FNB indiciel tout en un. Ça, c'est un FNB de FNB indiciel. C'est un panier qui est composé de paniers qui eux-mêmes sont composés de paniers. Bref, t'as tout là-dedans. Là. Des milliers d'obligations, des milliers d'actions canadiennes, américaines, internationales. Toutes. En plus, comme l'écrit Nicolas Bérubé à la page 77, les frais de gestion des FNB indiciels sont généralement extrêmement bas. Ce qui nous amène à notre prochain sujet, les frais de gestion. Si tu vas voir un conseiller à la banque, souvent, au lieu des FNB, il va te vendre des fonds communs de placement. Ça, c'est d'autres genres de paniers d'investissement dont la composition est étudiée, choisie et gérée par des gestionnaires de fonds. Puis eux, ben, ils chargent des frais pour faire ce job-là. Les frais de gestion, à long terme, ça peut faire une grosse différence. Simulation. On prend deux personnes qui investissent chacune 100 000 $ sur 30 ans. La première, dans un FNB hypothétique à 0,2% de frais de gestion, et la deuxième dans un fonds commun de placement tout aussi hypothétique à 2% de frais. Si elles font toutes deux un rendement annuel moyen de 7%, ben, au bout de 30 ans, la différence entre ces deux placements-là va être d'environ 300 000 $. Mais là, tu te dis, le gestionnaire de fonds de placement, c'est sa job. Il doit faire un rendement supérieur au FNB. Mais c'est ça l'affaire, là. Pas vraiment. Sur 10 ans, au Canada, la quasi-totalité des gestionnaires n'ont pas réussi à battre l'indice boursier de référence. Mais bon, je dis pas que c'est une mauvaise idée d'être épaulé par un conseiller financier, vraiment pas. Il peut t'aider à élaborer ta stratégie selon tes objectifs et selon ta tolérance au risque. Et surtout, il peut t'aider à gérer tes émotions et à éviter le pire, c'est-à-dire tout vendre quand tes placements plantent du jour au lendemain. Ça, faut pas faire ça. Il faut rester dans le marché parce que quelqu'un qui aurait manqué seulement les 10 meilleures journées en bourse dans les 20 dernières années aurait vu son rendement réduit de moitié par rapport à quelqu'un qui est resté dans le marché. Autre question, c'est quand le bon moment pour investir? Le plus tôt possible. Prochaine question, est-ce que je peux investir de façon plus responsable? Bon, c'est sûr que la base de la bourse, c'est des grosses entreprises, souvent des multinationales, qui cherchent à maximiser leurs profits pour faire monter le cours de leurs actions. On n'est pas exactement dans le petit commerce local, bio, équitable, coopératif qui a au cœur de ses préoccupations le bien-être de son personnel, le bonheur de ses clients et la santé de Gaïa Terre-Mère. Cela dit, il existe ce qu'on appelle des fonds ESG qui prennent en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Mais il y a de l'éco-blanchiment là-dedans. On y retrouve souvent des compagnies pétrolières qui ont l'intention de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Tu vois le genre? Fac, y a-t-il une conclusion à tout ça? Ce que j'ai retenu de mes lectures, c'est qu'il faut que ça soit plate, l'investissement. Tu fais des versements automatiques, puis
T'essaies d'arrêter d'y penser. C'est un peu ça la marche à suivre. Un autre bon investissement, c'est de s'abonner à la chaîne YouTube de RAD. L'intérêt composé sur vos connaissances va être incroyable. Puis mettons que vous aimeriez ça, nous dire que vous avez aimé ça, ce que vous venez de regarder, ben ça coûte pas cher de cliquer sur j'aime ou de laisser un commentaire. À bientôt!